Yop les amis, c'est Guilain et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour tout vous dire, je viens de sortir il y a 5 minutes du film dont on va parler aujourd'hui. Et oui, vous l'avez bien compris, vous le voyez dans le titre. Il s'agit bel et bien de Transformers 5, Rise of the Beast. Et que dire? Je ne voulais pas forcément en parler, pour être tout à fait honnête, parce que j'aime bien parler de films positifs, ce qui fait que je ne vais pas parler constamment sur ma chaîne de tous les films que je vais voir, parce que des films vraiment très très mauvais, j'aime pas forcément en parler et taper dessus. Mais alors putain, celui-là, franchement, je suis désolé, je suis obligé. Je vais vous le dire tout de suite, c'est une catastrophe, c'est un très mauvais film. Il a réussi l'exploit d'être pire que le 4 ou 5. Non, du coup, que le 5. Et celui-ci doit être le 6 avec le spin-off sur Bumblebee. Oui, je m'y perds. Je les ai tous vus, je le précise. Et je vais spoiler à 200% pour dire tout ce qui ne va pas dans ce film. Donc, très sincèrement, n'allez pas le voir, écoutez pourquoi ça va pas et rattrapez-le dans 6 mois, 9 mois quand il sera sur des plateformes, voire même téléchargez-le également, j'en ai plus rien à faire parce que ce film ne mérite pas d'être vu au cinéma et de faire des vues. Et pourquoi ça ? Parce que on va déjà se concentrer dans un premier temps sur le scénario. On est encore sur un scénario MacGuffin complètement catastrophique. Donc pour ceux qui ne le savent pas, au moins vous aurez un petit peu de culture au niveau de cette vidéo, quitte à parler d'un film inintéressant. Un MacGuffin est en fait un objet qui va être l'objectif et l'élément central déclencheur d'un film. Là ici, c'est cette fameuse amulette transdimensionnelle, je sais pas quoi, mes couilles, qui en gros est le même objet que celui qui est utilisé dans Transformers 2 Revenge of the Fallen. C'est un objet magique et mystique du monde des Transformers qui va permettre de ramener un gros méchant, encore plus méchant que les Decepticons, ou là les je sais pas quoi qui ressemblent vaguement aux Decepticons. Et donc, une fois cet objet qui par hasard a été coupé en deux et mis sur la planète Terre, là on est vraiment très très bon là-dessus, va être retrouvé une première partie par une humaine, je vais parler des personnages humains juste après, et une autre partie qui va être protégée par une espèce de Transformers beaucoup plus primal, les Primals ou je sais pas trop quoi, qui sont en fait l'équivalent des Transformers qu'on a l'habitude de voir, mais version animaux et non pas les versions voitures. Donc on va avoir un gros gorille, un gros, je sais pas trop si c'est un léopard ou un tigre, une connerie de genre, ou une panthère peut-être. On va avoir un gros pigeon, c'est censé être un aigle, mais j'ai envie de dire un gros pigeon, vu la débilité de ce personnage. Et pourtant, c'était sûrement le Transformers le plus intéressant au moment où il arrive et le plus attachant. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les gros méchants, pas du tout méchants, mais très très méchants, vont réussir à attraper les deux bouts parce que nos héros sont complètement débiles, ça fait plaisir, et vont créer un objet ultime, donc les sortes de semi-décepticons chelous vont créer un objet utile, vont le déposer dans un temple, ça rappelle vraiment Revenge of the Fallen, hein. Je suis désolé, mais c'est la version beaucoup moins bien faite d'un film que je trouvais déjà plus faible que le premier Transformers. Et donc, un énorme méchant, un tout nouveau méchant nommé Unicron, la valeur de planète, va arriver. On est vraiment, j'y reviens après avec les parallèles avec Marvel, mais on est sur un gros similaire avec Galactus, hein. Et donc ce Unicron va arriver, sauf que comme tout méchant qui se respecte, il y a un énorme laser qui arrive pour attirer le méchant Unicron à nous, et il y a évidemment un moyen pour les héros de s'en sortir, puisque l'énorme machine incommensurable qui permet de sauver Unicron et de le ramener pour qu'il continue à manger des planètes alors qu'il est en train de se mourir et de dépérir, eh bien un code de sécurité. Bah oui, évidemment, parce que les gros méchants mettent un code de sécurité et les gentils sont au courant de ce code. Et donc, par le biais d'une humaine qui a compris tout le langage de Transformers en 4 recherches Google, et bah, va trouver ce code. Et donc, effectivement, les méchants vont perdre, Unicron va repartir dans son monde et ne pas bouffer les êtres humains. Et on nous vend à la fin, parce que là, je viens de vous résumer le film en entier, et on nous vend à la fin deux choses. La première, c'est que Unicron n'est pas mort et reviendra. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais il reviendra puisqu'on utilise une suite. Et dans cette suite, on utilise quelque chose d'exceptionnel, c'est un crossover entre la saga Transformers, lancée en 2008 par Michael Bay avec l'objectif principal de faire vendre des jouets Hasbro d'une histoire qui n'existait pas et mis en scène par quelqu'un qui a des vraies idées. Ça en a fait quoi l'un des meilleurs films de divertissement des 20 dernières années? Parce que oui, Transformers 1, par son rapport d'échelle, par son gigantisme, et par son réalisateur et son acteur principal Shia LaBeouf a créé
l'un des meilleurs films de divertissement que j'ai eu l'occasion de voir. Pas le plus intelligent, mais l'un des meilleurs, parce que oui, c'est un excellent film de divertissement, et cela a provoqué des suites. Pour les deux suivantes, Revenge of the Fallen et celui qui se passe sur la Lune, La face cachée de la Lune, j'ai pas la version originale, toujours réalisé par Michael Bay, et l'envie par le studio de continuer sur cette franchise qui commençait à être sur le déclin à partir de l'épisode 4, et donc de faire un 4, un 5, et là le 6e épisode avec le spin-off sur Bumblebee au milieu de tout ça. Et donc, à côté de ça, nous avons là aussi un très grand réalisateur qui est celui qui a réalisé les 2 premiers La Momie et qui a fait le film Van Helsing, qui avait fait l'adaptation là aussi de jouets, je pense de Hasbro d'ailleurs, ça expliquerait la mise en commun, nommé les G.I. Joe, créant une unité spéciale d'élite pour en gros les cyberterroristes, ou en tout cas les super terroristes qui ont des technologies beaucoup trop élevées pour l'armée, et donc une sorte de sécurité indirecte et plus puissante que la CIA ou le FBI. Là aussi avec un acteur que j'affectionne beaucoup, et surtout, donc voyez le premier film G.I. Joe, et surtout une histoire ultra originale, très très bien mise en scène, qui permet de faire là aussi un très très bon film de divertissement. Et bah qu'est-ce qu'ils se disent? On va réunir les deux univers. À ça, je poserai une question, juste une seule. Ils sont où les G.I. Joe dans ce film-là? Et j'irai même encore plus loin, même en dehors des G.I. Joe, elle est où l'armée qui est clairement, à travers le regard de certains personnages, et surtout d'un acteur en particulier dans les autres films Transformers, est un enjeu principal. Ils sont la représentation des humains, d'un certain point de vue, autre que le héros, mais surtout ça montre que l'armée existe et sert à quelque chose. Ici, à part une course-poursuite avec la police qui se fait dézinguer, il n'y a rien au niveau de l'armée. On n'a aucun personnage de l'armée. L'armée n'intervient pas alors que la planète est en train de se mourir, et ils savent tous ce qui s'est passé au fin fond du Pérou, à Cusco. Et du coup, même si on prend du principe qu'ils ne sont pas au courant, je vois pas d'ailleurs comment, mais qu'ils ne sont pas au courant, l'armée américaine, les G.I. Joe, eux le sont. Pourquoi ils n'interviennent pas? Ils se disent, tiens, on va intervenir au match retour. Genre, si on gagne, si notre planète n'est pas détruite, et que le méchant ne meurt pas, parce qu'il fallait quand même prévoir cet entre-deux, bah du coup, ouais, là, peut-être on interviendra dans la suite, et en plus, on va recruter l'humain qui vient de montrer qu'on était des incompétents. Bref, mis à part ce point-là, il y a beaucoup d'autres choses qui vont pas. La première, on n'est pas du tout sur la première, mais l'une des autres choses qui ne va pas dans cette merde, c'est, je vais déjà dire, la mort de Bumblebee. Depuis quand nos Transformers, qui sont quand même des personnages dans les films de Michael Bay, surtout épiques, puissants, se fait détruire comme une vieille merde, et surtout comment c'est possible de nous faire aussi peu d'émotions. On ne ressent rien alors qu'on est sur le personnage le plus aimé par le public. Ça s'est couru à des kilomètres que Bumblebee va mourir dès les premières caméras sur le personnage et les premiers coups qui se prend dans la gueule dans ce combat qui n'a aucune âme à la demi-heure, quarantaine de minutes du film. On sent tout de suite que Bumblebee va mourir pendant ce combat. Et en plus, on nous le ranime à la fin. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le côté « Oh, l'un de nos personnages principaux est mort ». Et dans la suite, ils le font revenir, comme l'avait très bien fait Bryan Singer dans X-Men avec le Phénix. Tuer un personnage pour faire un élément choquant dans X-Men 2, pour la faire revenir et la traiter de manière beaucoup plus intelligente dans une suite. Faire revenir le même personnage mort dans le même film, ça atténue sa mort. Et là, c'est typiquement ce qui arrive avec Bumblebee. Encore que, il meurt tellement vite dans le film et c'est tellement vite expédié qu'au final, il nous aurait pas manqué s'il n'avait pas été là, le Bumblebee. Et j'aurais rien ressenti vis-à-vis de lui, j'avais vite oublié qu'il était mort. Et ensuite, c'est quoi ces hommages merdiques à Marvel? Déjà que Marvel, c'est pas fou, mais vraiment, le Autobots, Bestiballs, en avant! Vraiment, on dirait le Avengers Rassemblement. Et puis, pareil, la scène de combat où ils se foncent dessus les uns les autres, et même ces créatures qui arrivent, qui sortent du mur, on dirait très clairement, je crois, c'est les Chitauri ou un truc similaire dans Avengers Endgame avec le gros combat contre Thanos, les 2-3 Transformers un petit peu plus puissants du côté des Decepticons, enfin, équivalent Decepticons, rappellent très, très clairement les sous-fifres de Thanos, le gros méchant qui reste derrière et qui affronte uniquement les deux Prime, donc Primals et Optimus Prime. C'est très clairement Thanos face à un ou deux gros super-héros Marvel qu'on a eu. Et pareil, putain, cette armure, ils ont fait la même débilité, mais vraiment c'est une débilité, qu'à la fin du film The Predator, je crois, ou Predators, non, la suite de Predators, là, le 4e film Predator, là, relancé par justement le mec qui avait fait Iron Man 3, Shane Black.
C'est quoi cette merde de mettre des humains dans des armures dégueulasses? On a aussi eu ça très récemment avec Black Panther 2. C'est quoi? C'est fake Iron Man. C'est dégueulasse, c'est nul à chier. En plus, du coup, la mort de Mirage, qui était, soit disant passant, l'un des meilleurs personnages du film, sans être très très bon pour autant, et joué par Mr. V, donc vraiment, quand la VF c'est Mr. V, ça donne pas forcément envie de s'attacher au personnage, parce que c'est pas ultra bien doublé. C'est Mr. V qui fait du Mr. V, quoi. Mais par contre, vraiment, sa mort passe complètement aux oubliettes. Même à la fin, on a juste un petit moment où il caresse le casque de sa nouvelle armure en mode « Oh, Mirage, oh !» Non mais, putain, sincèrement, c'est catastrophique. Pareil, 2-3 petits détails qui vont pas dans ce film et qui montrent à quel point c'est complètement débile. Le camp des Beastables, là, enfin bref, des animaux Transformers gentils. Vraiment, il se planque avec la moitié d'une arme énorme qui peut ramener un méchant qui peut détruire des planètes. Le camp de base où ils sont avec les générations, des générations, des générations des premiers humains avec qui ils ont échangé est sur une plaine. Il y a genre, quand tu vois le camp de haut de loin, il y a genre 3 arbres qui se battent en duel 100 mètres plus loin. Ils sont pas du tout cachés. Ils sont en plein milieu d'une plaine, sur des vues satellites de tout le monde. N'importe quel humain, n'importe quel Transformers aurait pu voir ça. Et pareil, d'autres débilités. Le fameux chemin là à la fin où il n'y a que les humains qui peuvent rentrer dedans. Bah oui, c'est bien connu que les Decepticons ou les Transformers, ils ont créé des chemins et des tunnels qui font pile la taille d'humains. Il y a aucune raison qu'ils aient fait des choses à leur taille à eux. Et je dirais même encore plus loin, vu à quel point le pont-levis était au milieu de la scène du combat, je vois pas à quel moment il y avait une utilité que les humains passent par un souterrain. Et vu que de toute façon, ils s'en font vite sortir, effectivement, on comprend vite que ça ne sert à rien. Et à côté de ça, un autre point qui est vraiment, mais une catastrophe, c'est la gestion du rythme, putain. Ce film n'a aucun rythme, ce film... franchement, on se fait chier, les scènes n'ont pas d'impact. On essaie de nous vendre un petit plan séquence un peu sympa à la fin. Il dure pas assez longtemps, c'est pas assez impressionnant. Bref, je pourrais aller beaucoup plus loin. Il y a beaucoup d'autres choses qui ne vont pas dans ce film. Je pense que j'ai résumé le plus gros et ce qui me dérangeait vraiment. Tout ça pour dire que Transformers, et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, c'est pour moi, en tout cas sur la première trilogie de Michael Bay, une trilogie qui est vraiment sous-cotée. C'est du cinéma, divertissement, blockbuster intelligent. C'est super bien fait, c'est super bien réalisé. Michael Bay sait montrer le gigantisme. C'est un réalisateur qui se fait beaucoup critiquer parce qu'il est un petit peu trop dans certains clichés, surtout sur le traitement de certains personnages féminins. On peut aussi avoir ça sur le traitement... de l'armée, puisqu'il travaille en collaboration dans beaucoup de ses films avec l'armée américaine, et donc presque peut donner un sentiment de propagande envers l'armée américaine, mais c'est toujours mis en scène sans aller à fond dans l'armée américaine est géniale, l'armée américaine est top. Juste, il utilise les moyens qu'on lui met à sa disposition. Ce mec, pour moi, est un vrai créateur de cinéma blockbuster. J'aime beaucoup une grosse partie de sa filmographie, Armageddon, pour donner un exemple autre que les Transformers, et Transformers 1, 2 et 3 sont pour moi des très bons films. J'ai une grosse référence pour le 1. Le 2 est celui que j'aime le moins, et le 3, j'aime beaucoup le côté de le mettre avec le réel, avec cette histoire des premiers pas sur la Lune. Par la suite, cette saga n'a été qu'un début de déclin pour moi, ce qui m'attriste vraiment parce que en partant de rien et en mettant un bon réalisateur, des bons acteurs et des bons scénaristes et toute l'équipe qui suit derrière, et surtout le budget d'un studio, on a su à partir de jeux et jouets qui n'avaient même pas de camp, qui n'avaient même pas de nom, créer une licence qui fonctionnait. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous, allez voir des films et surtout n'oubliez pas, les regarder c'est bien, mais hop, j'ai oublié. Petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film et de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et donc, comme je le disais, on reprend, regarder des films c'est bien, mais les comprendre c'est mieux. Ciao ciao les amis. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.